Et qu'on est heureux ici. Mais Et qu'on est heureux ici. Jean-Marc Léger arrête pas de nous le dire. Il a même écrit un livre. Et il nous le rappelle à tous les mois, là, ou à peu près. Oui. Il aime ça nous dire qu'ici, maudit qu'on est heureux. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il veut vendre son livre. Là. Il veut nous rappeler à quel point on est heureux. Le livre de Jean-Marc Léger, là, disponible partout. Cette fameuse joie de vivre et qu'on nous la rabâche à toutes les sauces. On paye tellement d'impôts, mais on est tellement heureux. Et c'est une question... Ça m'étonne pas tant que ça que notre chroniqueur, professeur à l'Université Mason et économiste senior à l'Institut économique de Montréal se soit penché sur le sujet. Ça m'étonne pas. Et tes conclusions, j'ai l'impression, sont pas pareilles. Salut Vincent Geloso. Salut, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Toujours en grande forme. T'as pas lu le livre, là. T'as pas bien lu le livre de Jean-Marc Léger parce qu'on dirait que t'es pas d'accord avec son affirmation. Bon, c'est sûr que son affirmation, il n'est pas le seul à faire cette affirmation-là. C'est la énième itération d'un argument qui est généralement souligné, qui a une dose de vrai, qui veut que le Québec est une société relativement joyeuse. Et ça, c'est vrai que quand tu poses des questions sur... en fait, la vraie question, c'est pas une question de bonheur, c'est une question sur la satisfaction de vie. Est-ce que les gens sont satisfaits de leur vie? Est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont accompli des choses? Et le Québec, depuis les années 80, a rattrapé le reste du Canada. Il l'a même dépassé. Donc, c'est vrai. On est des bons vivants. Mais après ça, tu vas avoir, c'est ça, un peuple de bons vivants qui sont heureux, mais que l'application qui est faite après, c'est pour expliquer ça. Souvent, tu avais des textes dans la presse, tu vas le retrouver aussi dans le Devoir. Ça fait 10 ans que je compose avec ça, et c'est tout le temps, le Québec est une société relativement social-démocrate, et donc, c'est pour ça que... On est heureux. On est heureux parce qu'on a des services. Qu'on redistribue surtout. C'est ça. On réduit les inégalités. Mais cette lecture-là, c'est probablement une lecture où est-ce que les gens voient ce qu'ils veulent voir. La première raison, c'est que le Québec n'est pas une terre d'égalité que les gens pensent qu'elle est. Oui, le Québec a peu d'inégalités relativement au reste du Canada, après redistribution, mais dans le reste du monde, il n'est pas particulièrement égalitaire. Donc, c'est à l'intérieur du Canada seulement qui fait figure assez exceptionnelle. Mais avant redistribution, donc avant que le marché, avant que l'État taxe et redistribue, le Québec est une société très inégalitaire. En fait, c'est la deuxième plus inégale avant redistribution de tout le Canada. Et quand tu regardes des choses beaucoup plus pertinentes en termes de ce qu'on pourrait appeler justice sociale, là, quote unquote, pour faire plaisir à certaines personnes en utilisant un concept vacueux qui est rarement défini, la mobilité sociale au Québec. Donc, est-ce que tu es capable de dépasser la classe dans laquelle tu es né? Est-ce que tu es capable de faire mieux que tes parents? Si tes parents sont nés dans le bas 10 %, est-ce que toi, tu es capable de grimper dans le top 10 %? Toutes ces statistiques-là, le Québec performe très, 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 très mal. En fait, il est généralement soit derrière les provinces de l'Atlantique ou à égalité avec eux. Donc, il est toujours dans le bas du paquet. Le Québec n'est pas une société économiquement mobile et quand tu regardes chez les francophones, c'est encore plus prononcé l'absence de mobilité intergénérationnelle. Donc, c'est une société qui est très segmentée et dans laquelle, si tu es né pauvre, si t'es né dans le bas de 10 %, il est très probable que tu vas rester dans le bas de 10 %, alors que c'est pas le cas dans d'autres sociétés comme l'Alberta. Mais pourquoi? Puis pourquoi est-ce qu'il y a un lien, justement, avec la justice sociale ou les services, le panier de services qui, nous explique-t-on, distribue le bonheur à tous, là? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? En fait, ça a un effet. Les gens se soucient un peu de la redistribution, mais quand tu regardes la littérature, tu dis aux gens, OK, dis-moi comment tu penses que les inégalités sont dans la société. Donc, on te demande de faire une évaluation des inégalités. Et après, tu leur donnes l'information sur quelle est la vraie distribution. Les gens se trompent massivement. Ils font des erreurs gigantesques. Et ce qui est intéressant ici, c'est la différence entre les erreurs et la réalité. Les sociétés qui sont très peu mobiles économiquement, qui ont très peu d'activités entrepreneuriales, qui ont très peu d'innovation, puis qui ont un climat moins permissif économiquement, là, les erreurs sont très petites. Les gens comprennent exactement c'est quoi les niveaux d'inégalité. Par contre, dans les sociétés à haute mobilité sociale, les gens comprennent le niveau de mobilité sociale et donc font des plus grosses erreurs, mais ils s'en foutent un peu parce qu'ils
parce qu'ils ne voient pas l'information de manière pertinente. Donc, les erreurs, en fait, sont un bon indicateur de est-ce que ta société est une société qui permet de s'échapper de la pauvreté. Parce que si tu fais des erreurs, c'est parce que tu essayes quelque chose aussi. Là. C'est parce que tu prends des risques, tu t'investis beaucoup, tu places tes billes, tu essaies de pousser. Donc ici, on est sur le break. On attend le chèque, quoi, c'est... Ben, écoute, même si, puis ça, c'est la chose où est-ce qu'à un moment donné, il faut comprendre c'est quoi des analyses multicausales. Il y a plusieurs choses qui peuvent causer quelque chose. Puis c'est vrai que la redistribution, toutes choses étant égales par ailleurs, semble générer dans la littérature un petit peu plus de satisfaction de vie chez les gens. Mais c'est pas la variable la plus importante. C'est même pas une des plus importantes. Ce qui compte beaucoup plus, c'est la mobilité sociale. Et l'autre qui compte énormément, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité culturelle. C'est-à-dire, est-ce que tu as un groupe de gens qui se ressemblent énormément? Et si c'est une société plus hétérogène, c'est généralement des sociétés qui sont moins cohérentes. Mais c'est pas à cause de l'État-providence que tu as ça. C'est en fait uniquement parce que c'est tout le monde pareil. Donc, les gens se ressemblent, les gens se comprennent mieux. Alors, quand on regarde des sociétés qui sont les plus heureuses, c'est toutes des sociétés très, très homogènes. C'est vrai, qu'est-ce que le Québec a fait depuis les années 80? Il est devenu plus homogène. Les anglophones sont partis. Il reste plus gros, la proportion de francophones québécois est beaucoup plus grande. Et c'est très conforme à ce que la littérature est. Le Québec est uniquement une société heureuse parce que le Québec, c'est une société largement francophone qui est très, très homogène. Blanche, chrétienne, francophone. Il n'y a pas d'autre explication de sciences sociales qui pèse de manière importante que celle-là. C'est majeur ce que tu viens de dire parce que pendant que tu parles, je fais des liens. Tu sais, l'Ontario, le reste du Canada, tu dis on fait un peu mieux que le reste du Canada. Ben c'est différent ailleurs. Dans le reste du Canada, il y a eu beaucoup plus d'immigration, il y a eu beaucoup plus de gens en Ontario. C'est quand même un exemple. Et l'autre exemple que j'ai, c'est qu'on nous rabâche tout le temps aussi la même affaire que les pays les plus heureux, c'est les pays scandinaves, qui sont des pays très homogènes. Exactement. C'est vraiment l'explication qui est la plus importante. En fait, il y a un petit paradoxe ici qui est encore plus que peu de gens vont noter. C'est généralement aussi les sociétés homogènes peuvent se permettre d'avoir un gros État-providence. Plus tu es homogène, plus les gens sont d'accord, plus c'est facile de dire, on peut justifier un État plus large parce que c'est des bénéfices à des membres du groupe qui vont. Donc, ils sont tous des insiders, alors que c'est plus hétérogène. Il y a moins de confiance interpersonnelle. Donc, un État plus gros veut dire, tu sais, tu es en train de financer quelqu'un qui n'est pas membre du groupe. C'est pas nous autres, et donc, c'est pas nous autres. Et là, ce que tu as dans ces cas-là, souvent, c'est que les sociétés... Fait que quand les gens au Québec disent « Ah, regarde, c'est parce qu'on a un gros État-providence », le Québec a un gros État-providence parce que le Québec, c'est une société homogène. Oui, ça va ensemble. C'est aussi simple que ça. Par contre, l'homogénéité, le rôle indépendant de l'homogénéité et de l'État-providence, donc si tu essaies d'isoler l'un de l'autre, sont très petits relativement à le plus important de la gang, c'est-à-dire la mobilité sociale, la capacité des gens de pouvoir grimper dans l'échelle des revenus. C'est l'intégrateur par définition d'une société qui fonctionne, les gens sont plus heureux. La mobilité sociale est cruciale. Et qu'est-ce qui détermine la mobilité sociale? Généralement, la taille de l'État, l'activité, le rôle de la liberté économique. Fait qu'un État qui est plus petit, OK, fine, il réduit l'effet positif sur le bonheur via la redistribution, mais aussi un État plus petit améliore le bonheur de manière beaucoup plus importante en augmentant la mobilité sociale. Honnête, les gens qui parlent de ça dans les médias, ils oublient d'enlever les effets qui se mélangent, ils oublient d'isoler les choses, ils confondent corrélation et causation, et après ça, ils se retrouvent à généralement voir ce qu'eux veulent voir, et ils n'ont pas consulté la littérature là-dessus. Je peux te garantir que je l'ai déjà eu à gérer avec ça, avec un chroniqueur à la presse, je l'ai déjà eu à le faire dans le passé avec quelqu'un au devoir. Jean-Marc Léger, ce qu'il dit, c'est la même chose que tout le monde répète. C'est une platitude générique qui a été passée dans un micro-ondes que j'ai déjà vu. Puis à un moment donné, le Michelinas intellectuel, c'est pas particulièrement intéressant comme contenu. Ça fait un job, mais pas trop souvent.
Ben, même là, ça fait pas le job. Non, c'est vrai, c'est pas grave. T'es jamais satisfait. Faut les pimper, t'as raison, faut mettre de la saucisse, quelque chose. Faut que tu mettes quelque chose dedans, faut que tu ajoutes de quoi. Puis ça veut dire qu'à un moment donné, faut que tu fasses un petit peu de travail dans la cuisine. Mais ça veut dire qu'à un moment donest, faut que tu lises des livres de littérature scientifique. Ou de cuisine. En tout cas, ça selon, là, si on mélange les dossiers. Mais moi, je mélange les deux. Hein. Mais est-ce que M. Léger va te contacter? Veux-tu participer au tome 2? Non, s'il veut me contacter, je suis toujours ouvert de parler aux gens, mais c'est juste que, comme je dis toujours, j'ai pas de problème à parler à n'importe qui, mais je vais pas ménager mes propos pour faire plaisir. Ce que je dis, généralement, je vais aller lire des œuvres scientifiques avant de me prononcer sur le sujet, puis je vais consulter, puis des fois, il y a des nuances, des fois, il y a des choses plus complexes, puis des fois, il y a des zones de gris, mais dans celle-ci... Non. L'affirmation qui est faite, c'est beaucoup un peu comme de chercher à voir ce que toi, ce que ton cœur veut voir. Ouais, Une fois que tes yeux t'ont donné ce que ton cœur veut, tu te poses plus de questions, puis tu regardes pas si qu'est-ce qui vraiment est en train de se passer derrière. Et malheureusement, c'est très facile de tomber victime de ce que notre cœur veut, mais qui n'est pas nécessairement la réalité. Un peu comme la relation cause à effet entre... C'est un exemple que je donne dans le vent, là, mais mettons une question de sondage et son résultat. Hein? C'est, quand tu enlignes la question, des fois, c'est parce que tu cherches une réponse. Merci, Vincent. Pat? Moi, je sors de ton sujet. C'est juste parce que ça revient, c'est d'actualité, puis ça revient là, à de nombreuses reprises là, dans les textos. Les auditeurs veulent savoir qu'est-ce que tu en penses pour ce qui est de la taxe carbone, là, ou comment on l'appelle? La bourse carbone du Québec. Hey, on a fait le tour un matin, Vincent. Il y a, avec certains endroits au Canada, on a des différences de prix d'essence à la pompe ce matin de 30 à 40 cents le litre. C'est épouvantable. Toi, je sais que d'entrée de jeu, la bourse carbone, tu trouvais que des fois, il y a des bonnes taxes et des mauvaises taxes. Toi, tu avais toujours quand même défendu la taxe carbone. Oui. Mais étant donné que le Canada, c'est terminé, à part au Québec, est-ce que le Québec doit maintenir sa bourse carbone ou doit suivre le Canada? Je te dirais que l'argument pour une taxe carbone ou une bourse carbone est beaucoup plus fort si tout le monde le fait en même temps, parce que là, il n'y a pas d'échappatoire. Là, tu vas réduire les bénéfices de la taxe carbone puisque l'activité économique va juste se relocaliser géographiquement. Donc, elle va déplacer du Québec vers l'Ontario et tu n'auras pas vraiment une baisse importante des gaz à effet de serre. Il faut vraiment que ce soit un effort coordonné pour être particulièrement efficace. Alors, présentement, je te dirais que je pense pas que c'est très clairement hyper efficace. Je pense pas que c'est nocif, mais mettons que c'était que, oui, au net, ça réduit les gaz à effet de serre. Mais ça le fait pas. Mais, le monsieur Pinault dit que c'est pas... faudrait être encore bien plus contraignant pour que ça ait vraiment un effet. Là. Ben, tu vois, c'est là que je vais y donner... Je m'en fous un peu de c'est quoi la réponse à ça, parce que c'est pas le bon critère. Le bon critère, c'est est-ce qu'il y a d'autres manières de réduire les gaz à effet de serre que le marché carbone si on n'a pas l'option de le faire avec le reste du Canada en même temps? La réponse, c'est oui. Au Québec, on subventionne un paquet d'industries polluantes, des cimenteries, de l'industrie sidérurgique. On subventionne l'agriculture à bras tordus. Bien, à un moment donné, quand tu subventionnes des activités économiques, c'est l'inverse de la taxe carbone. Si la taxe carbone réduit les gaz à émission, des gaz à effet de serre, si tu subventionnes, tu es en train de faire l'inverse de ce que la taxe veut faire. Enlever des subventions, c'est ici un exemple de l'étatisme et celui qui saccage l'environnement ici avec des plans débiles de subventions d'activités économiques, d'activités industrielles qui ne devraient pas être faites, qui relocalisent souvent vers des activités plus polluantes. J'en avais écrit dans le passé là-dessus. J'avais même écrit plusieurs textes d'opinion où est-ce que je résumais de la littérature. Au Québec, les industries, quand tu prends les émissions de gaz à effet de serre par industrie, les industries dans lesquelles il y a eu des augmentations de gaz à effet de serre depuis 1990, c'est toutes des industries hyper subventionnées. Celles qui ont eu des baisses d'émissions de gaz à effet de serre, c'est des industries dans lesquelles il y a peu de subventions. Dans les industries avec peu de subventions, tu gardes une incitation à l'innovation, à la réduction de la consommation d'énergie, donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les industries subventionnées, tu n'as pas besoin de te poser des questions. Tu n'as pas besoin d'essayer d'innover. Tu as juste besoin de continuer comme tout était, puis tu vas voir un politicien ou un bureaucrate, puis tu vas te faire renouveler ta subvention. Et tu n'as plus de drive à innover. Ouais. Donc, tu te retrouves avec une situation où tu as plus de pollution. Monsieur Pinault, qui a raison ou qui a tort ici, c'est pas particulièrement important parce que
les meilleures politiques publiques qu'on a pour réduire les gaz à effet de serre, c'est de réduire l'action de l'État dans certains domaines, d'y aller pièce à la pièce, puis de dire, est-ce que cette action-là, honnête, réduit l'innovation ou est-ce qu'elle en subventionne une industrie comme la cimenterie? Puis juste pour finir avec un petit exemple, je me souviens dans le temps que Pauline Marois avait annoncé les subventions à la cimenterie mécaniste, que les libéraux avaient continué par la suite. On avait souligné à l'Institut économique de Montréal que les gaz à effet de serre additionnels de la cimenterie mécaniste étaient plus que toutes les économies de gaz à effet de serre de tout le plan vert au complet. Donc, d'une main, on mettait quelque chose en feu, puis de l'autre, on essayait d'éteindre le feu. C'est incroyable. À un moment donné, ça suffit le pompier schizophrène. Là. Puis ce que j'aime de ta solution, qui arrivera pas, là. Écoute, on n'est pas là pantoute, là. Monsieur Legault, je pense même pas qu'il a commencé à réfléchir à ça. Ce que j'aime, c'est que c'est encore... Il a commencé à réfléchir. Il faudrait, parce que là, je pense que tout le Québec est réfléchi, sauf lui. Ce que j'aime de ta solution, c'est que c'est pas dans mes poches. Il y a moyen de faire quelque chose sans encore mettre la main dans le fond de ma poche. Merci beaucoup, Vincent. Toujours un plaisir très intéressant. Comme dit Dunlop à McCracken, quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps. Salut, bonne semaine. Salut. Vincent Geloso.